On a vu comment on pouvait décomposer une formule sous forme normale conjonctive, par exemple. On va voir en quoi ça peut nous être utile pour prouver toujours la même chose et prouver qu'une formule est une tautologie ou encore prouver qu'un raisonnement est valide. Alors, définition, pas difficile, une clause. Alors, qu'est-ce que c'est une clause? C'est une disjonction finie de littéraux, donc de lettres ou de leur négation. Donc, exemple, P, une lettre, Q, P ou non Q ou R, donc disjonction de trois littéraux, non P, ce sont des clauses. P et Q, ben, c'est pas une disjonction, hein, donc c'est pas une clause. Top, bottom, c'est pas des clauses non plus, parce qu'il n'y a pas de littéraux, ni de négation de littéraux. Cependant, donc je vous ai dit, c'est une disjonction finie de littéraux. S'il y a un littéral, donc on a vu que c'était une lettre. S'il y a 0 littéral, ça marche aussi. Et donc, on va appeler ça la clause vide, et on va la noter comme ça avec un petit carré vide. Disjonction de 0 littéraux. En fait, on peut s'apercevoir que finalement, les clauses, on les a déjà rencontrées, parce que quand on écrit une formule sous forme normale conjonctive, eh bien, ça revient à l'exprimer sous forme de conjonction de clauses. Comme on sait que toute formule peut se mettre en FNC, ça veut dire que si je connais les clauses, je connais la formule. Donc finalement, une formule, la connaissance d'une formule, c'est la connaissance des clauses qu'il y a dans la formule. Alors évidemment, et comme les clauses, ça correspond aux lignes à table de vérité, s'il n'y a pas de clause, ça veut dire que la formule, elle n'est jamais vraie, pour aucune des lignes. Et donc, c'est normal d'associer bottom à la clause vide. Ça veut dire qu'il n'y a aucun min terme, par exemple. Voilà, donc, clause vide, petit carré, c'est associé à la formule bottom. Alors, première définition, qu'est-ce qu'on appelle résolvante? On prend deux clauses A et B, et donc on définit ce qu'est la résolvante des clauses A et B. Ça va être une autre clause, telle que on peut trouver une lettre P et deux clauses DE qui vérifient A égale P ou D, B égale non P ou E. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez, dans une des deux clauses, vous avez une lettre, et dans l'autre, vous avez la négation. Ce qu'on appelle résolvante, c'est donc C, ça sera D ou E. C'est-à-dire on dit qu'on a coupé le littéral P. On l'a enlevé ici, et là j'ai enlevé non P. Et j'ai gardé D ou E. Alors on dit aussi que on a coupé la lettre P, on dit aussi que les P et non P sont les littéraux résolus. Résolvante, donc voilà, c'est le terme employé. Alors on dit aussi qu'on a déduit C à partir de A et B par coupure de P, donc je vous l'ai dit. Alors si c'est un cas particulier, on va le voir tout de suite, on peut très bien avoir pour C, comme résolvante, on peut avoir la clause vide. Dans un cas particulier, on va le voir tout de suite, donc des exemples. Voilà, si j'ai A égale P ou D ou E, première clause. Si j'ai B égale D ou non P ou F, deuxième clause. Vous voyez que P, là j'ai d'un côté j'ai P, de l'autre côté j'ai non P. La résolvante, ça sera le reste. Ça sera D ou E, ou D ou F. Alors évidemment, dans cette réunion-là finie, là, dans cette clause, si j'ai deux fois la même lettre, on sait très bien qu'on peut l'enlever. Hein, puisque en fait, pourquoi? Parce que la disjonction est commutative, donc je pourrais très bien ramener, au lieu de E ou D, je pourrais mettre D ou E, et là j'aurais D ou D, et on a vu aussi que la disjonction était idempotente, c'est-à-dire que D ou D, c'est égal à D, c'est équivalent à D. Et donc ça me fait D ou E ou F. Bon, pas de difficulté. Cas particulier où j'ai juste une lettre et sa négation. Donc là, c'est par rapport à la définition, c'est le cas où j'ai D qui est vide et j'ai E qui est vide. Donc quand je coupe, il ne reste rien et donc il reste la clause vide. Enfin, un troisième cas que vous allez
bon, sur lequel vous allez risquer de dire des bêtises, c'est le cas où vous avez deux formules, et vous avez d'un côté, vous avez P et non P, donc vous dites, ouais, je pourrais couper la P, non P, et de l'autre côté, vous avez R et non R. Du coup, vous ne savez pas qu'est-ce que je coupe. Et alors, vous pourriez vous dire, ouais, je vais couper les deux, tant qu'à faire. Non, vous n'avez pas le droit d'en couper deux à la fois. Hein, peut-être que vous pourrez les couper, mais il faut les couper une par une. Sinon, ça ne s'appelle pas la résolvante. Ça serait autre chose. Donc, oui, vous avez le choix. Hein, vous pouvez très bien trouver la résolvante de A et B par coupure de P. Donc, je coupe P. Donc, P, il reste Q ou non R ou Q ou R. Voilà, et puis après, j'enlève une fois Q, parce que c'est deux fois. Et puis, vous pouvez aussi dire que vous allez trouver la résolvante par coupure de R. Et donc, il va vous rester P ou Q ou non P ou Q. Et donc, voilà. Mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, il faut choisir. Dernière remarque, si vous avez ce cas de figure, non P ou Q, d'une part, et puis P, vous coupez, il vous reste Q. Alors, ce truc-là, ça s'appelle, on l'a déjà rencontré, c'est un truc classique en fait. Ça s'appelle le modus ponens. En fait, c'est un mode de raisonnement très courant, hein, puisque non P ou Q, c'est pareil que P implique Q. On le sait. Donc, on sait très bien que si on a P implique Q et P, ben on peut en déduire Q. C'est vraiment le mode de raisonnement le plus standard, quoi, hein. Bon. Donc, on retrouve ce modus ponens sous cette forme-là. Alors, ça fait le lien avec le théorème qui vient et qui nous dit qu'en fait, la résolvante, c'est toujours ça peut être déduit logiquement, c'est une conséquence logique de A et B. Hein, toute résolvante de A et B est une conséquence logique de A et B. Donc c'est voilà, c'est la suite ici. Hein. Propriété. Une résolvante de deux clauses est une conséquence logique de ces deux clauses. Alors on va voir pourquoi ça marche ça. Donc occasion de faire une petite démonstration. Donc qu'est-ce qu'il faudrait montrer? Il faudrait montrer que si, alors conséquence logique, hein, je vous rappelle, ça veut dire que tout modèle des hypothèses est alors un modèle de la conclusion. Donc il faut que je prenne, là je vais montrer ça, hein. Donc je prends un modèle à la fois de A et de B, donc c'est une valuation telle que V de A égale 1 et V de B égale 1, et il faut que je montre que cette même valuation, c'est un modèle de D ou E. Donc il faut que je calcule V de D ou E et que je montre que c'est égal à 1. Et j'aurais comme ça montré que tout modèle, enfin, un modèle quelconque des hypothèses, est aussi un modèle de la conclusion, ce qui prouve que ça marche pour tous les modèles. Donc je prends un modèle, donc on a V de A égale 1, mais A c'est P ou D, hein, donc si j'applique la formule qui me donne la valuation dans le cas où j'ai une disjonction, je vous rappelle, hein, il y a des formules qu'on a vues. Par exemple, il y a deux façons de l'écrire, ça. Il y a une façon algébrique, puis il y a une façon avec des produits et des produits, mais il y a aussi une façon de l'écrire avec max. Ça veut dire que il faut que l'un ou l'autre, hein, ça veut dire que l'une ou l'autre doit être vraie, et donc il faut que le max de V de P et de V de D soit égal à 1. Ça veut dire qu'il y en a au moins un des deux qui vaut 1, peut-être les deux, et donc c'est bien la définition de la disjonction. De la même manière, j'ai V de B égale 1, d'où le max de non P et de E doit être égal à 1. Alors moi, ce que je veux calculer, c'est V de D ou E. Alors je vais procéder par disjonction de cas. C'est-à-dire que V de P, vous voyez, V de P, il intervient dans les deux. Bon, je ne le connais pas, mais je sais qu'il ne peut pas prendre beaucoup de valeurs, V de P. V de P, ça vaut 0 ou ça vaut 1. Et donc, je vais envisager les deux cas possibles, les deux seuls cas possibles, et je vais essayer de conclure dans chacun des deux cas. Ça s'appelle un raisonnement par disjonction de cas. Donc, je commence par V de P égale 0. Donc, V de P égale 0. Je sais que le max donc, de 0 et de V de D égale 1, ça veut dire que V de D égale 1. On ne peut pas en être autrement.
Si V de D égale 1, alors le max de V de D et V de E égale 1. De toute façon, une évaluation, ça ne peut pas être plus grand que 1. Et là, j'ai V de D qui est égal à 1. Donc le max est égal à 1. Mais le max de V de D et V de E, c'est aussi V de D ou E, par définition, une évaluation. Donc ça vaut 1. Je conclus de la même manière dans le deuxième cas, c'est-à-dire si V de P égale 1, bon, je peux en déduire que la négation, hein, V de non P égale 0. Et donc, puisque je sais que V de B égale 1, et que V de non P égale 0, ben, ça veut dire que le max des deux, c'est V de E, qui est égal à 1. Donc là encore, j'ai V de E égale 1. Et je conclus comme précédemment, ça me fait donc V de D ou E, qui est max de V de V de D et de V de E. Comme V de E est égal à 1, eh bien ça sera égal à 1. Donc dans les deux cas possibles, il n'y en a pas d'autres, quelle que soit la valeur de V de P, dans tous les cas, j'ai conclu que V était un modèle, donc, puisque V de D ou E, dans tous les cas vaut 1, V est un modèle de D ou E. Ça prouve bien donc que la résolvante est conséquence logique des propositions, des formules initiales. Donc on verra dans la vidéo suivante à quoi va nous servir cette résolvante.